Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Sortir du marasme, Sidika, 1994. Haïti de l'indépendance à la dépendance, L'Harmattan, 2004. Construire un pays. Notion de démocratie, en collaboration avec Adrien Bancé, Pierre Assimon et Dr Franz Douillon. 2012. L'État haïtien face à la nation haïtienne, Anatomie d'un échec, 2013. Des tontons macoutes à la MINUSTAH, la perversion d'un ordre politique individualisé, 201. Lettre à un ami, propos sur la conjoncture haïtienne, L'Harmattan, 2014. Table des matières. Cric-crac, note liminaire. La parole démocratique à la portée de tous. Addendum. Assemblée délibérative. Cohésion sociale et éthique vaudou l'État haïtien face à la nation haïtienne. Anatomie d'un échec. Vaudou comme phénomène religieux haïtien. Naissance du vaudou haïtien. Naissance et organisation de l'État haïtien. Le vaudou après l'indépendance, la cassure sociale. L'éthique vaudou, anatomie d'un échec. Conséquences sociopolitiques de l'échec de formation de la nation haïtienne. Destin équivoque du vaudou. Exergue. Il faut que les mains des mendiants changent en des mains laborieuses pour garantir leur dignité d'homme. Paolo Frère. Cric-crac, note liminaire. Haïti, au début de son existence, avec Alexandre Pétion en 1807, a semblé vouloir instaurer dans le pays un régime politique républicain démocratique. Haïti, n'avait-elle pas fait sa révolution au nom de la liberté et de l'égalité pour tous ? Toutefois, même s'il y a eu des moments dans le vécu national où la population a semblé jouir d'une relative liberté, ce sont le plus souvent des régimes politiques à caractère plutôt autoritaire et répressif qui se sont succédés dans le pays. La population s'en est accommodée, et la démocratie n'a jamais fait l'objet d'un vrai débat national. C'est généralement dans l'indifférence que la population accueille les discours démagogiques de rares tribuns qui ont mentionné ce sujet, en promettant sans donner de détails, de se conduire en démocrates par principe s'ils sont élus. Ce genre de discours lénifiant survient surtout en français, au cours de la campagne électorale qui suit la chute d'un régime dictatorial. La grande majorité de la population n'a qu'une idée très vague de la signification réelle de la démocratie, même si elle aimerait moins d'arbitraire dans la gestion du pouvoir, et elle est consciente qu'elle pourrait s'épanouir davantage si elle pouvait jouir de plus de liberté dans son quotidien. Les élections en Haïti sont truquées, et le plus malin réussit à s'imposer. Elles se déroulent souvent sur la base d'un clientélisme entretenu par un discours idéologique non rassembleur qui divise, au lieu d'unir. Notre objectif est de contribuer à combler cette lacune. Dans un premier texte, nous avons privilégié des références appropriées pour présenter de façon simple et pédagogique les éléments constitutifs de la démocratie, ses principes de base, son mode de fonctionnement, son vécu. Nous ferons ressortir à chaque étape les avantages de la bonne gouvernance démocratique pour l'épanouissement individuel et les possibilités qu'elle offre pour un développement socio-économique. Le gouvernement du peuple doit être fondé sur le consentement du peuple. Il faut bien dès lors que la population puisse s'y reconnaître, pour prévoir et contrôler les dérives. Nous avons antérieurement constaté l'échec de l'État haïtien dans le rôle historique qui lui avait été échu, après l'indépendance, de créer une nation haïtienne. À partir de ce constat d'échec, dans le texte qui suit, nous allons poursuivre la réflexion pour tenter de lever le voile sur un aspect des obstacles qui se dressent devant l'implantation d'un régime démocratique. Nous nous attarderons essentiellement au mode de spiritualité dominant dans la population, le vaudou, son évolution, sa pollution par des pratiques magiques qui exercent une influence prépondérante sur le mode d'interaction dans les relations interpersonnelles et sur les conditions socio-économiques qui prévalent au sein de la formation sociale haïtienne. Une cohésion sociale pour l'existence d'une nation haïtienne, unifiée par un projet national inclusif, s'avère difficile. Le vouloir vivre ensemble entre les différents groupes sociaux campés dans une juxtaposition antagoniste n'a jamais pu se sceller au sein de la population haïtienne. Le fossé semble s'élargir de plus en plus par une polarisation aliénante, individualiste,
peu concerné par le devenir de la nation, sans souci du bien commun. Il ne peut pas, et il ne pourra pas exister de démocratie dans le pays en l'absence d'un climat de confiance mutuelle, pour la promotion d'un espace citoyen égalitaire où tout monde se moune. Une prise de conscience de l'état de la déliquescence sociale s'impose. Les décisions devront être prises pour des actions correctrices urgentes, mais tout est urgent en Haïti, pour favoriser l'émergence et l'intégration de tous dans une société nouvelle qui facilitera l'implantation de la démocratie comme terrain d'atterrissage pour un développement socio-économique. L'implantation de cette démocratie tarde à prendre corps parce qu'elle est mal comprise, mal connue, portée par des organisations politiques intransigeantes, avec un manque flagrant de réalisme politique, sur toile de fond d'une culture lourde d'impedimenta. La parole démocratique, à la portée de tous. Depuis le XXe siècle, la démocratie s'impose comme la forme de gouvernement la plus appropriée et la plus en harmonie avec les aspirations de l'homme. Les deux phrases suivantes attribuées à Winston Churchill résument bien les raisons du succès actuel de la démocratie et la nécessité d'en faire la promotion. La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres, ou encore, c'est le moins mauvais des systèmes politiques. La démocratie est le seul régime politique qui reconnaît à l'être humain une autonomie, le seul qui lui laisse l'opportunité de décider de ses choix dans la poursuite des objectifs qu'il s'est fixés, le seul qui lui fait confiance dans ses choix, car il est le seul à savoir ce qui est bon pour lui et pour sa famille. La démocratie est ainsi indissociablement liée à cette conception de liberté qui se définit comme la faculté où l'homme dispose de lui-même en absence de toute contrainte, sauf celle qu'il pourrait s'imposer lui-même ou celle qui lui est imposée par la loi. En reconnaissant son autonomie et sa liberté, la démocratie responsabilise l'homme. En prenant l'absence de contraintes extérieures indues, la démocratie met l'homme à la place qui lui revient dans l'univers, au centre du pouvoir. La démocratie devient un régime politique essentiellement humaniste qui a pour assise la dignité de l'homme libre. Elle est la seule formule de gouvernement qui permet de concilier la liberté de l'homme libre avec les exigences de commandement d'un ordre politique. Tous les principes et toutes les exigences de la démocratie reposent sur ce dogme de liberté. Cette autonomie-liberté de l'homme est cependant fragile. La liberté n'est pas une donnée préexistante, c'est une faculté qu'il faut conquérir et protéger. Il est reconnu que dans toute déviation autoritaire par des autorités politiques, la première victime est la liberté de l'homme par la confiscation de son autonomie. Il faut donc la protéger à tout prix contre les risques potentiels qui la menacent, du moins contre ceux qui naissent de l'existence de l'autorité politique. Il faut associer les gouvernés à l'exercice du pouvoir, pour empêcher celui-ci de leur imposer des mesures arbitraires. Il n'y a de démocratie authentique que lorsque le peuple, support de la puissance politique, parvient à l'exercer directement ou du moins à contrôler son exercice. La participation recherchée à la fonction gouvernementale se fait par l'entremise des droits politiques. Les droits politiques désignent les lois qui visent à protéger les individus par rapport à un empiètement par l'État. Ils garantissent aux individus la possibilité de pouvoir participer à la gestion des affaires publiques de leur pays. Ces droits-libertés spécifiquement politiques sont le droit de vote. Le vote du peuple fait la démocratie. Le suffrage universel signe la qualité démocratique d'un régime. Le suffrage dit censitaire limité à certaines catégories d'individus dans la population, selon leur sexe et ou selon leur fortune, et le suffrage indirect à 2 tours qui investit les élus du premier tour de la fonction d'électeur pour les élus définitifs, ne font plus partie du registre démocratique. Cependant, les élections ne garantissent pas automatiquement la qualité démocratique d'un pouvoir politique. On a connu des gouvernements dictatoriaux qui se sont vantés d'avoir été élus par la volonté du peuple, au suffrage universel. La qualité démocratique n'est reconnue que s'il y a respect de certaines conditions. Il faut que le vote se fasse à intervalles réguliers préétablis dans les lois quant à la durée des mandats détenus par les élus, que les électeurs aient le choix entre plusieurs candidats qui présentent des points de vue idéologiques différents sur des problèmes d'actualité, que les candidats aient une liberté de circulation et un égal accès aux moyens de communication, que la liberté d'opinion soit effective sans restriction. Il faut que l'élection se fasse dans le respect des règles constitutionnelles,
c'est-à-dire que la validité du suffrage ne soit pas mise en doute par des irrégularités au moment de la campagne électorale, dans la tenue des bureaux de vote ou lors du dépouillement des bulletins, pour permettre l'expression honnête de la souveraineté populaire. Le vote doit être obligatoirement égalitaire, un homme, une femme, une voix. Le secret du vote garantit le respect des libertés individuelles. En démocratie, la conquête du pouvoir se fait par la concurrence libre et pacifique et le gagnant est celui qui aura recueilli la majorité des voix exprimées, selon l'expression consacrée, le vote majoritaire gagnant. Les coups d'État sont inadmissibles. D'ailleurs, ils seront impossibles dans une opinion publique bien informée et avec le temps dans la force de la tradition. Le droit de vote, comme la liberté individuelle, n'est pas un droit naturel mais un droit conquis de haute lutte par le peuple. Une institution est considérée comme démocratique si les membres sont élus au suffrage universel direct. L'origine électorale d'une institution reste donc un marqueur fort de sa qualité démocratique. L'habileté du politique, le réalisme politique, consiste à construire d'authentiques compromis, des synthèses capables de rassembler, mais aussi d'entraîner et de convaincre que ses ambitions personnelles sont à l'écoute et au service de la population. Dans les conditions normales d'une élection libre et démocratique, la coalition majoritaire se fait et se défait par addition et soustraction d'éléments hétérogènes, et la sanction électorale ne remet généralement pas pour longtemps à la même majorité le gouvernement du pays. C'est ce que l'on appelle couramment l'alternance démocratique. L'élection nous révèle ainsi la pluralité des intérêts et des opinions au sein de la population. Dans sa sagesse, le peuple tient à empêcher qu'un parti politique ne monopolise le pourvoir et n'impose ses volontés à la population, avec un risque pour lui d'acquérir des habitudes de corruption. Le pouvoir corrompt, c'est connu, et le pouvoir absolu corrompt absolument. En démocratie, la conquête du pouvoir s'organise autour des partis politiques. Les partis politiques sont des organisations de la société civile dont l'objectif unique est l'exercice du pouvoir politique, au niveau local ou national, ou tous les deux. Ils sont vitaux pour la démocratie parce qu'ils sont le lieu par excellence où se manifestent tous ceux que le débat politique actif intéresse, où se fait la formation des futurs responsables politiques. Les citoyens leur délèguent le soin de proposer des interprétations du bien commun et de présenter dans des programmes une équipe d'hommes et de femmes qualifiés, avec la promesse, s'ils sont élus, de mettre en place des méthodes de gestion honnêtes et efficaces pour obtenir la préférence au moment du vote. La première apparition de partis politiques en Haïti eut lieu très tôt autour de 1870, avec le Parti libéral de Boyer-Bazelet et le Parti national de Septimus Rameau. Cette première expérience, toutefois prometteuse, se termina dans un bain de sang et n'eut pas de suite immédiate. Il faudra attendre 1946 et 1986 à l'occasion des élections, pour revoir des partis politiques sur l'échiquier. Le plus souvent ils ne constituaient que des regroupements circonstanciels opportunistes, sans organisation sérieuse, sans base électorale, ni identité idéologique, réunis autour d'un chef qui se positionnait pour marchander son appui dans la conjoncture de renouvellement du personnel politique. L'élection terminée, l'opportunité n'existant plus, ils rentraient en hibernation et pour certains d'entre eux disparaissaient tout simplement. Il n'existe donc pas en Haïti de tradition de parti politique. Cette lacune représente une difficulté majeure pour l'implantation de la démocratie, à cause de leur rôle important de pilier de l'animation de la démocratie dans la population. Un régime politique à parti unique n'est pas démocratique. D'un autre côté, l'inflation des partis peut constituer un risque de dérive. Elle rend difficile l'émergence d'un consensus pour la formation d'un gouvernement avec un parti majoritaire. Pareille conjoncture donne alors un pouvoir de blocage et de nuisance à des groupes minoritaires, ce qui pose un problème pour la stabilité politique. Un mécanisme d'aide publique est souhaitable, en Haïti comme dans tout pays sous-développé, pour le maintien de l'organisation et de la présence permanente des partis politiques sur l'échiquier. Cependant, il faut éviter que cette aide aboutisse à établir un lien de dépendance vis-à-vis de l'État, ou à compromettre l'expression démocratique des divers courants d'idées et d'opinions au sein de la population. Le droit d'être candidat est d'avoir la possibilité d'être élu à toutes les fonctions électives de l'État. Tout individu, citoyen, peut aspirer aux positions du pouvoir,
les seuls critères valables pour être élu sont la compétence et l'honnêteté. La compétence alliée à l'honnêteté doit être l'exigence réclamée de tout postulant à une fonction étatique, quelle qu'elle soit, en plus, naturellement, d'avoir la capacité de se mettre en valeur. Ces droits politiques ne sont pas une fin en soi. Ils se justifient et n'ont d'autre objet que d'assurer la protection et l'épanouissement des gouvernés, dans la pleine maîtrise et la jouissance de leur autonomie et de leur liberté. La liberté politique est ainsi subordonnée aux droits humains, à la liberté civile ou personnelle de l'individu. Les principaux droits humains sont 1. Liberté de conscience, la liberté de culte. L'individu a la possibilité de s'associer au groupe religieux, ethnique ou social de son choix, et de participer librement à leurs manifestations culturelles et sociales pourvu que cela ne dérange pas l'ordre public. La liberté de culte ne peut être garantie que si elle s'exerce dans un espace visible, dans des lieux de culte public. 2. Droit à la sécurité, liberté de circulation des personnes sur le territoire national sans avoir besoin de protection particulière, de passeport, laissez-passer, délivrés par des forces occultes parallèles. 3. Liberté d'association, de réunion et de droit de grève. 4. Droit à la nationalité. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout individu a droit à une nationalité, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Ce droit prend toute son importance dans le conflit qui oppose actuellement des individus supposés être d'origine haïtienne, nés et vivant de façon continue depuis plus d'une génération en République dominicaine. 5. Droit linguistique, récemment reconnu et adopté, libellé comme suit. Droit à l'usage privé et public de sa langue identitaire, sa langue maternelle, le droit à une présence équitable dans les moyens de communication, le droit d'être enseigné et d'être accueilli dans les organismes officiels. Désormais, il n'y a plus de langue dominée, plus de patois, toutes les langues régionales sont libérées et jouissent des mêmes droits, du même respect que les langues nationales officielles. La reconnaissance du créole en Haïti dans la Constitution de 1987 a eu un effet psychologique bénéfique considérable, autant social que politique, pour la libération de la parole sur le plan individuel et collectif. Le processus démocratique s'en est soudain enrichi en permettant à la population de s'exprimer sans complexe, de s'intéresser et de participer aux affaires publiques. Ces effets bénéfiques observés en Haïti devraient être identiques dans les autres communautés linguistiques à travers le monde. 6. Liberté de pensée, d'opinion, de communication des idées, liberté de créer, liberté d'inventer et d'affirmer, liberté d'interpréter et de critiquer. Elle a comme corollaire la liberté de presse. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 stipule que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent l'ordre public établi par la loi. Les limites de la liberté d'opinion sont la calomnie, la diffamation, le dénigrement et l'usage d'expressions blessantes, de propos haineux envers des groupes minoritaires ou des religions, le négationnisme, de la Shoah, l'atteinte à la propriété intellectuelle, l'atteinte au secret professionnel, l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse, l'appel à la violence. Elle doit s'exercer dans le respect de la vie privée. Priver quelqu'un de sa liberté d'opinion, c'est le priver de toutes les libertés individuelles, c'est le castrer, le zombifier. Les médias sont les moyens de communication constitués par la presse écrite, audiovisuelle et télévisuelle, et aussi par l'Internet et les médias sociaux qui prennent actuellement plus d'importance dans la vie de la population. L'importance des médias justifie de les considérer comme le quatrième pouvoir de l'État, avec l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Avec cette désignation vient pour les médias, une obligation de professionnalisme. Une bonne partie de la population se fie aux médias pour se faire une opinion sur un sujet. Certains médias ont ainsi acquis le pouvoir d'influencer l'opinion publique, et ils peuvent facilement déterminer le comportement des citoyens. Ils ont donc l'obligation d'être honnêtes et objectifs, de rapporter les informations telles que reçues, sans les tronquer ni les censurer, sans intention de manipuler le public. Ils ne peuvent remplir cette obligation que s'ils sont indépendants,
pas sous l'influence du pouvoir politique ou d'intérêts privés opposés à ceux de l'ensemble de la population. Les médias remplissent plusieurs rôles au sein de la population. À gardien de l'intérêt général en permettant à toutes les opinions de s'exprimer dans les émissions d'affaires publiques, les lignes ouvertes des radios, les lettres des lecteurs aux journaux, etc. B. Relais de l'information fournie par les autorités gouvernementales, dans les communiqués et conférences de presse, et autres informations générales glanées un peu partout. C. Critique des actions gouvernementales. À l'affût des informations à publier, les médias sont parfois très critiques envers le gouvernement dont ils réclament de la transparence dans leur gestion. La transparence, en favorisant le libre accès aux informations, permet aux médias et à la population de comprendre les mécanismes de prise de décision par le gouvernement et l'utilisation qu'il fait des ressources. Elle est le fondement de la bonne gouvernance démocratique, car elle révèle les usages abusifs et impropres du pouvoir. La mauvaise gestion, la corruption ne se développe et ne s'épanouit que dans l'opacité et le secret. La transparence doit être... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.